Bonjour à tous. La RT 2012 à peine appliquée, que arrive déjà la RT 2020 avec les bâtiments à énergie positive. Mais la technologie est-elle prête? Qui achète ces bâtiments? Faut-il être en avance sur la musique? Avec nous pour en discuter, Claude Imovin. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint et directeur du pôle produits pour la construction de Saint-Gobain, qui est un des leaders mondiaux des produits pour la construction et notamment les vitrages et les isolants. Avec nous également Guillaume Parisot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur innovation de Bouygues Immobilier, qui est un des leaders de la promotion mobilière en France et qui construit des logements et bâtiments tertiaires et des parcs commerciaux. Alors, je vais vous poser la question de but en blanc, monsieur Parisot. Est-ce que l'énergie positive dans les bâtiments, chez Bouygues, c'est déjà demain? Alors c'est déjà demain, oui, parce qu'on en fait déjà. On a un bâtiment qui s'appelle Green Office Meudon, de 23 000 m² qui est déjà en fonctionnement depuis 1 an, et puis 2 opérations en logement qui viennent d'être livrées, une à Aix et une à Montreuil, qui sont également énergie positive. D'accord. Et chez Saint-Gobain? La réponse est identique. Nous avons déjà une maison à Beaucouzé, une maison individuelle, qui est un petit peu la vitrine de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les matériaux d'aujourd'hui. Nous avons encore de nombreux projets, notamment en rénovation, un projet à Villeneuve-Saint-Georges. Je dirais que ce n'est pas uniquement français, c'est aussi un sujet qui est traité un peu partout. On a des exemples aussi bien au Brésil, en Italie, et bien entendu dans la partie, disons, Allemagne, Autriche, qui ont été un petit peu les pionniers là-dessus. Alors d'un point de vue technique, un bâtiment à énergie positive, un BEPOS, est-ce que c'est un bâtiment BBC avec des panneaux photovoltaïques dessus ou c'est un petit peu plus malin que ça quand même, monsieur Parisot? Alors c'est un petit peu plus compliqué, effectivement. Le travers de l'énergie positive, c'est de penser positive, donc production. En fait, à notre sens, la meilleure manière de faire, c'est avant tout de parler réduction des consommations. C'est-à-dire un bâtiment énergie positive, c'est un bâtiment extrêmement performant. Donc on va au bout de ce qu'on peut faire en termes d'efficacité et puis on compense le reste. D'un point de vue de l'architecture aussi, il y a l'implantation du bâtiment, il y a des évolutions particulières ou ça c'est BBC? Alors, effectivement, quand on parle d'efficacité énergétique, ça commence dès le premier coup de crayon de l'architecte. C'est vraiment une approche systémique du bâtiment. Et donc, l'orientation, effectivement, on redécouvre quelque part l'orientation des bâtiments qu'on avait un peu oublié à une époque où l'énergie n'était pas trop le problème. Et bien, effectivement, dès le premier coup de crayon de l'architecte, on se repose ces questions. Donc, orientation, forme du bâtiment, tout simplement la largeur des trames de bureau. Je vous prends un exemple. Green Office est un bâtiment qui est moins large qu'un bâtiment classique. En général, vous êtes sur des largeurs de 16, 18 mètres. Là, on est sur du 13 mètres. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on a calculé dans une approche systémique les consommations du bâtiment, eh bien, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, ce qu'on gagnait en chauffage, eh bien, on le perdait en luminosité. Et donc, globalement, le 13 mètres nous a semblé optimal. Monsieur Mauvin? Tout à fait, mais au-delà même de la performance énergétique, je crois que c'est le concept qu'on essaie de pousser, c'est celui de multi-confort. Au-delà de l'isolation thermique, il y a un confort qui commence par le confort technique. Vous avez parlé de l'isolation, mais on peut penser encore au flux d'air, le puits canadien, on peut penser dans l'atrium au vitrage réfléchissant. Il y a aussi le confort acoustique, il y a le confort visuel. Donc c'est un concept finalement qui va beaucoup plus loin que la simple équation mathématique, produire plus que ce qu'on consomme. D'accord, mais alors le confort, très bien, mais on est dans un domaine de performance, on a besoin de tout mesurer, on sait que dans les bâtiments on installe de plus en plus de capteurs. On mesure le confort? Comment on mesure le confort, monsieur Parisot? Alors on le mesure effectivement, eh bien c'est plus compliqué que l'énergie, mais c'est quelque chose qu'on commence à savoir mesurer et qu'on va mesurer de plus en plus. Alors le confort thermique, on le mesure depuis très longtemps. On le mesure par contre assez mal en général, puisque en fait, le confort thermique, c'est pas seulement la température de l'air, c'est également la température des parois alentours, c'est également le flux d'air. On sait très bien qu'en été, une petite brise, on a l'impression qu'il fait plus frais. Eh bien, dans un bâtiment, c'est exactement pareil. Donc on voit que même sur un sujet qu'on a l'impression de maîtriser, qui est le confort thermique, eh bien, on se rend compte que la mesure n'est pas si facile que ça. Et puis effectivement, comme vous le disiez à l'instant, il n'y a pas que le confort thermique, il y a évidemment tous les autres types de confort. Et on se doit, dans un bâtiment énergie positive, je dirais encore plus que dans un autre bâtiment, d'aller au bout du confort. Je prends toujours l'exemple, un bâtiment très performant énergétiquement, on sait faire, on fait un bunker sans fenêtre, on ne le chauffe pas, et ça va être très très performant d'un point de vue énergétique. Le problème, c'est que bizarrement, il n'y a personne qui va vouloir travailler à l'intérieur. Oui, le confort va même dans le confort sanitaire. Vous parliez de ces problèmes du bunker, donc il faut que l'air se renouvelle, il faut que l'air que l'on respire soit sain, donc on doit se pencher sur le problème des émissions de composés volatiles, etc. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait M. Parisot,
la mesure est très importante. On a encore beaucoup de choses à développer. On a de nouvelles réglementations qui sont très bien, qui sont très exigeantes, mais elles risquent de créer à terme des litiges entre les différents acteurs. Comment vous m'avez vendu une maison à énergie positive et elle n'est pas aussi performante que je souhaiterais. Alors on va se retourner vers le constructeur, lui dire mais vous n'avez pas fait votre travail. Le constructeur va dire mais non, c'est vous qui vivez d'un mode dispendieux, vous ouvrez vos fenêtres. Donc il faut trouver les moyens d'avoir une mesure presque ex-ante pour savoir si la maison a véritablement les performances qu'on attend. Alors justement, ces mesures, on les exploite dans des systèmes d'information. Est-ce qu'aujourd'hui, les systèmes utilisés habituellement dans les bâtiments actuels sont déjà prêts pour accueillir notamment la production d'énergie et interagir avec elle? Alors la production, oui, on sait la mesurer. Par contre, effectivement, c'est plus l'usage du bâtiment, puisque là aussi, évidemment, que l'utilisateur est au cœur de cette énergie positive, puisque on le sait bien dans nos maisons, hein, si vous laissez la fenêtre ouverte en plein hiver, eh bien évidemment, vous allez consommer beaucoup. Et bien dans un bâtiment, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a besoin que l'utilisateur soit dans ce schéma d'énergie positive. Et donc, quand on signe un contrat de performance énergétique, eh bien, il y a un guide d'utilisation du bâtiment qui donne un certain nombre d'usages qu'on doit respecter. Et par contre, évidemment, alors l'utilisateur est maître chez lui, simplement quand s'il décide de changer ces différents usages, eh bien, on va en tenir compte et on va réajuster quelque part le contrat de performance énergétique. C'est en fait un problème plus complexe qu'il n'y paraît, car on peut avoir la meilleure volonté du monde, on peut vouloir acheter les meilleurs produits, les meilleurs composants, mais au-delà des produits et des composants, ce qui importe, ce sont les systèmes. Car, pour reprendre cet exemple, si vous avez des matériaux isolants, mais que vous avez des ponts thermiques qui vont complètement transformer en passoire votre bâtiment, vous n'êtes pas dans l'objectif. Donc véritablement, je crois qu'on est encore aujourd'hui dans un monde qui... les produits existent, les maisons à énergie positive existent. Ce qui n'existe pas encore complètement, c'est la fédération de tous les acteurs qui va permettre de fournir au client final plus rapidement la solution qu'il souhaite. Donc cette approche systémique, si j'ai bien compris, justement, chez Saint-Gobain, c'est ce que vous essayez de développer au sein même des équipements que vous proposez, c'est qu'ils fonctionnent encore plus les uns avec les autres? Oui, nous essayons de proposer des systèmes et des solutions innovantes et performantes, plutôt que de dire tel ou tel produit. Et par ailleurs, il y a un point qu'on n'a pas évoqué lorsqu'on parlait d'énergie positive. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à la notion de maison à énergie positive, mais plutôt d'habitat à énergie positive. Quelle est la bonne échelle? Est-ce le pâté de maison, l'îlot? Est-ce le quartier, la ville? Je crois que Bouygues a des exemples là-dessus. Car on peut penser que pour une maison isolée, ce n'est pas très intelligent d'avoir des capteurs solaires, alors qu'au niveau d'un quartier, c'est très intelligent. On peut avoir globalement un habitat à énergie positive. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, effectivement, nous, on a déjà des bâtiments. On a un bâtiment tertiaire, on a des bâtiments de logement, ce que je disais, énergie positive. Effectivement, aujourd'hui, on commence à réfléchir de sortir de ce bâtiment, d'avoir une approche plus large, puisque quand on raisonne à l'échelle du quartier, de la ville ou même de l'État, puisqu'on a des engagements quand même de réduction de notre consommation énergétique, de nos émissions à effet de serre au niveau national et européen, et bien là, effectivement, on voit qu'on a une approche qui déborde de fait le bâtiment. Juste pour terminer sur la technique, Monsieur Émovin, est-ce que vous avez des exemples de cette approche de système constructif qui serait proposée par Saint-Gobain? Bien sûr, on en a beaucoup. On en a au niveau ce que propose Isover au niveau des façades. On en a au niveau des systèmes qu'on peut proposer, par exemple pour les combles. On en a au niveau des solutions qu'on peut proposer avec des doubles vitrages réfléchissants. Donc on a vraiment une pléthore je ne veux pas aussi présenter le catalogue de Saint-Gobain, mais on a une pléthore de systèmes. Je pense par exemple après le mix Grenelle, on a le max Grenelle, autrement dit des produits clés en main qui permettent d'anticiper la nouvelle réglementation. Alors, anticiper la réglementation, très bien, mais quel est l'intérêt aujourd'hui et pour qui d'anticiper la réglementation? Vos clients aujourd'hui qui vous commandent des bâtiments BPOS sont dans quelle démarche? Alors c'est aujourd'hui encore des clients qui sont un peu avant-gardistes, qui sont visionnaires, j'ai envie de dire, et qui voient effectivement 2020 et après, puisqu'ils sont prêts avec nous à effectivement anticiper le cadre réglementaire. Alors pourquoi ils le font? Ça, c'est intéressant parce que on a notamment dans le cadre de Green Office Meudon trouvé un modèle économique qui correspond au bâtiment. C'est-à-dire c'est un bâtiment donc à énergie positive qui embarque un certain nombre de technologies qui coûtent un peu plus cher à construire.
Ce qui est intéressant, donc nous on vend un bâtiment plus cher, l'investisseur achète un bâtiment plus cher, mais il le loue plus cher, donc il préserve son taux de capitalisation. Le locataire loue un bâtiment plus cher, mais les charges sont moins élevées puisqu'il dépense moins d'énergie et on lui sécurise ses charges par un contrat de performance énergétique. Donc loyer plus charge, il est équivalent à un bâtiment alentour et en plus il a cette garantie de charge, donc il n'aura pas de surprise. Et le dernier acteur de la chaîne, eh bien, c'est le côté exploitation où là on passe d'un engagement de résultat à un engagement de moyens à un engagement de résultat et donc évidemment ça a une valeur et ça a une valeur sur le marché. On parlera de l'exploitation juste après, mais de quel ordre est le surcoût et dans quel domaine on le retrouve, où il va ce surcoût? Alors on est on va dire aujourd'hui entre 15 et 20% de surcoût qui se répartit pour moitié sur les panneaux photovoltaïques qui sont encore un poste très très important de dépenses. C'est une énergie renouvelable qui aujourd'hui est assez onéreuse. Et puis pour l'autre, eh bien, c'est toutes les actions d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc là, c'est un ensemble d'actions qu'on a pu mettre en œuvre pour que renforcer l'isolation du bâtiment, renforcer un certain nombre de choses, prendre des vitrages plus performants, voilà. Donc là, c'est une somme d'actions dans une approche systémique où on voit effectivement lesquelles sont les plus pertinentes. Et donc on a ce surcoût. Ce qui est important de voir, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il est absorbé par le modèle général et qu'au final, vis-à-vis du client, eh bien, on a un bâtiment qui est compétitif donc pour le locataire et pour l'investisseur, effectivement. Eh bien, c'est un bâtiment qui va se dévaloriser beaucoup moins vite puisque c'est un bâtiment qui, a priori, est déjà compatible avec la future réglementation de 2020. Oui, si vous voulez l'exemple de Beaucouzé, ce que je citais, on a estimé que le surcoût par rapport aux exigences de la RT 2012, par rapport à ce qui se passait avant la 2012, était de l'ordre de 8 à 10% dans le cas de cette maison individuelle. Ça peut être davantage pour un ensemble plus grand, c'est sûr. Donc finalement, on est loin des idées préconçues qui voudraient qu'on se lance dans ce genre de projet pour des questions d'image exclusivement. Il y a un vrai retour sur investissement qui est possible pour le client final. Alors aujourd'hui, nous, on est convaincus qu'on peut faire une équation économique qui tourne. Alors après, effectivement, qui est-ce qui va aller là-dedans? Qui est-ce qui va être prêt à rentrer dans un bâtiment quand même avant-gardiste? Eh bien, c'est des acteurs qui sont visionnaires. Donc là, en l'occurrence, sur Green Office Meudon, c'est la société de réassurance Score qui a pris le bâtiment en tant qu'investisseur. Et c'est Steria, la société de services en informatique, qui en est l'occupante. Et ce qui est intéressant chez Steria, c'était que eh bien, ça accompagne un projet d'entreprise, c'est-à-dire que Steria voulait se donner une image jeune, dynamique, innovante, vertueuse pour l'environnement et trouvait que le fait d'accompagner ce projet d'entreprise dans un lieu qui reflète et qui est en harmonie avec ces thèmes-là, eh bien, c'était la meilleure manière d'avancer dans le domaine. Je voudrais quand même que ça soit pas, dans l'esprit de nos auditeurs, ça ne se cantonne pas au haut de gamme, au high-tech, parce qu'on a des projets de rénovation, notamment dans le cas de logements sociaux, dans le projet que je vous citais à Villeneuve-Saint-Georges. Donc véritablement, on peut en fait travailler tous azimuts en la matière. Mais alors aujourd'hui, dans les grandes masses, c'est déjà significatif ou c'est aujourd'hui juste dans l'épaisseur du trait? Vous avez beaucoup de projets comme ça qui sont en cours autour de bâtiments positifs? Alors vous avez deux visions de ça. Nous, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est, je dirais, notre ligne de produits qui marche le mieux en tertiaire. En logement, c'est effectivement un peu plus lié à des projets particuliers ou des collectivités locales qui vraiment sont volontaristes dans le domaine. Par contre, effectivement, il y a un vrai enjeu de rénovation énergétique puisque le neuf, de toute façon, ne représente qu'1% du parc installé par an. Et donc, il est clair, là aussi, si je prends un peu de hauteur et je me place d'un point de vue national ou européen, que traiter le neuf n'est évidemment pas suffisant pour obtenir des résultats globaux sur les consommations énergétiques et les émissions carbone. Alors justement, du côté de l'industriel, est-ce que c'est aussi déjà significatif ou ce sont des produits un petit peu d'image pour vous? Non, ça va au-delà de l'image, mais je souscris pleinement à ce qui vient d'être dit. Autrement dit, il y a une tendance, on est au démarrage. On est déjà aujourd'hui sur, encore une fois, le boom qui est créé par la RT 2012. Et la prochaine étape, c'est 2020. Donc on voit qu'on est en phase de démarrage. J'anticipe que ce démarrage se fasse avec une pente assez raide. Alors vous avez commencé tout à l'heure un petit peu à dévoiler le sujet, mais le fait d'exploiter un bâtiment à énergie positive, ça change quoi notamment dans les relations entre les différentes parties prenantes, propriétaires, occupants?
exploitant? Comment ça fonctionne? Comment ça va s'organiser? Déjà, la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a des sujets d'aujourd'hui qui deviennent des non-sujets. Le chauffage est un non-sujet, par exemple. Donc on ne se pose plus le problème du chauffage. À la limite, la consommation des équipements électrodomestiques est plus importante que le sujet du chauffage. Donc ça change déjà un petit peu la vie au niveau de votre note mensuelle. Donc c'est le premier point. Après, tout dépend de la manière dont c'est organisé. Ça dépend encore une fois si c'est la maison qui est à énergie positive ou si c'est le pâté de maison, l'îlot, l'immeuble. Donc ça dépend un petit peu de la nature du bâti elle-même. Chez Bouygues, comment vous voyez ça? L'avènement enfin peut-être des CPE? Voilà, alors en tertiaire, nous on est convaincus du modèle CPE et d'ores et déjà dès aujourd'hui, on est convaincus qu'un bâtiment à énergie positive, quelque part pour que le modèle économique que je vous décrivais tout à l'heure tourne, eh bien il faut l'adosser à un CPE. Alors le CPE, évidemment, ça change pas mal de choses puisque alors tout le monde a bien en tête que c'est le passage d'un engagement de moyens à un engagement de résultat. Par contre, ça modifie effectivement les relations entre les acteurs, puisque hier, en fait, c'est l'exploitant qui s'engageait vis-à-vis de l'occupant ou du propriétaire. Et bien demain, en fait, c'est plus compliqué puisqu'il y a des engagements dans les deux sens. Puisque, encore une fois, ça dépend de la manière dont j'utilise le bâtiment. Donc on voit bien qu'il faut qu'on se donne à un moment donné, on soit d'accord sur la manière d'utiliser le bâtiment. Et donc ça nécessite un contrat de performance énergétique qui définit les conditions d'usage et de fait le niveau cible de performance énergétique. Et donc d'ailleurs, on a lancé une activité dans ce domaine-là, vraiment d'exploitation des CPE, pas de maintenance du bâtiment, mais vraiment de prendre l'engagement énergétique. Et on a créé une filiale qui s'appelle Aveltis, donc on a créé avec Schneider et qui démarre là sur ce sujet-là et qui commence à prendre des engagements de performance énergétique pour matérialiser vraiment ce nouveau schéma. Alors ça, c'était en tertiaire. En logement, effectivement, c'est un peu plus compliqué puisque les usages varient beaucoup plus. En tertiaire, entre une entreprise et une autre, alors il va y avoir des horaires d'ouverture un peu différents, il va y avoir un certain nombre de choses, mais globalement, l'usage du bâtiment est à peu près le même. En logement, c'est beaucoup plus compliqué parce que vous imaginez bien que dans le même logement, on peut avoir une personne âgée qui reste la journée chez elle. On peut avoir une famille avec deux enfants, par exemple, et on va avoir c'est le même bien. Donc évidemment que la consommation ne va pas être la même. Et effectivement, le vrai critère déterminant, on le voit, mais c'est déjà le cas dans des bâtiments BBC, c'est en fait, il y a quelque chose qui s'est passé qui est important, c'est que hier, c'était le chauffage, et aujourd'hui, le premier poste de consommation dans ces nouveaux bâtiments, c'est l'eau chaude sanitaire. Je parle de consommation réglementaire. En plus, effectivement, vous avez raison. Après, il y a tout ce que l'utilisateur met, l'occupant met à l'intérieur du bâtiment. On a des télés, des frigos, des lave-linges. Il faut évidemment avoir une approche globale et aider l'occupant, aider à mieux comprendre quelle est sa consommation énergétique et comment il peut agir dessus. Donc nous, on est convaincus que au-delà il y a l'aspect mesure, mais au-delà de la mesure, il y a l'information. On a aujourd'hui, si on se compare à d'autres secteurs d'activité, nos automobiles sont bardés de capteurs et dans la maison, pas grand-chose encore aujourd'hui. Donc évidemment, il faut que ça change, il faut qu'on profite du 21e siècle, il faut qu'on interagisse avec nos maisons et qu'on comprenne mieux comment elles fonctionnent. Est-ce que du côté de Saint-Gobain aussi, vous êtes amené à être de plus en plus impliqué dans l'exploitation? Est-ce que, d'une certaine manière, on demande à ceux qui ont fourni les équipements de rendre des comptes sur le long terme? Non, on n'est pas impliqué dans l'exploitation, mais on est impliqué dans un autre sujet, plus en amont, mais je pense très important, qui est celui de la formation. Car c'est bien gentil d'avoir des produits, d'avoir des systèmes, d'avoir des constructeurs de maisons, mais il faut aussi des artisans qui vont poser les produits et les systèmes. Et donc on est très impliqué là-dedans, dans toutes nos composantes. C'est Placo, Isover, Weber en France, qui a formé plus de 1500 artisans aujourd'hui, et des stagiaires en France. Donc on n'est pas du tout dans l'exploitation, mais on essaie par contre d'avoir notre petit rôle dans cette chaîne de valeur qui est très complexe, parce qu'elle implique les architectes, les installateurs, les distributeurs, les constructeurs, le client final. Donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors justement, on a l'impression que vous avez une propension, l'un comme l'autre, vos sociétés évidemment, à tenter de vous étaler un petit peu, de remonter en amont ou de descendre en aval dans la filière. Est-ce que c'est une réalité? Vous allez vers l'exploitation, vous me parlez de la formation en amont. Est-ce que c'est plus vaste que ça? Alors oui, c'est plus vaste parce que dans la période dans laquelle on est, où on voit que la plupart des entreprises souffrent un peu sur leur cœur de métier, bien évidemment, on a envie
de regarder un peu alentour. Et là, indépendamment effectivement d'aller sur des secteurs qui sont déjà occupés et qui est une bataille concurrentielle, moi ma conviction c'est qu'il y a des secteurs entiers qui sont complètement inoccupés aujourd'hui. C'est-à-dire c'est vraiment des sujets qui sont un peu plus complexes certes, qui sont à la frontière entre plusieurs métiers et par contre qui sont aujourd'hui un no man's land, donc qui demandent qu'à être conquis. Je vous prends un exemple, l'énergie dans le quartier par exemple, donc ce qui est les smart grids locaux, eh bien c'est un secteur d'activité qui est complexe parce qu'à la convergence entre la ville, l'énergie et les technologies de l'information et de la communication, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est encore en friche. Et donc nous on avance sur ce sujet-là, on a créé un projet à Issy-les-Moulineaux qui s'appelle Issy-Grid, et on ne l'a pas fait tout seul justement pour avoir l'ensemble de ces compétences. Donc on a regroupé 10 acteurs majeurs et on avance sur ce sujet-là. Et là tout reste à faire dans ce domaine. Pour répondre à votre question, je ne pense pas que ce soit un souci d'aller vers l'amont ou vers l'aval. C'est juste le fait que le marché a changé. Donc s'il y a 20 ans ou 30 ans, on pouvait fonctionner en silo, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a des produits qui sont multifonctions. La frontière entre, par exemple, une plaque de plâtre est peut-être isolante, elle peut capter des composés volatiles. On a des frontières beaucoup moins établies entre les fonctions, donc on est obligé de passer de la notion un petit peu silo de produit à celle de système. Donc on occupe ce créneau, c'est évident. Et par ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire notre orateur. Il y a encore beaucoup de trous béants dans cette chaîne de valeur et beaucoup de choses à faire. Et probablement, d'ailleurs, ce ne sont pas des groupes comme les nôtres qui peuvent tout faire. Il y a vraiment un boulevard pour de nombreuses PME, PMI, notamment dans le domaine du service à la rénovation thermique notamment. On a parlé tout à l'heure des enjeux en termes de mesures ex-ante pendant la durée de vie. On a évoqué aussi tout ce qui a trait à la domotique, à l'intelligence du bâti. J'étais il y a une semaine en Californie dans le cadre de Greenbuilt, où Saint-Gobain sponsorise un concours autour de l'innovation, autour de start-up. Il y a beaucoup d'idées qui naissent dans les laboratoires d'université, auprès de petites PME qui se créent, justement autour de ce concept d'intelligence à mettre au service du bâti. Et je pense que pour cela, l'exigence de 2020 crée un magnifique boulevard pour cette innovation. Alors vous êtes très très en avance parce que nous, utilisateurs finaux, voilà, comme je le disais en introduction, on vient juste de commencer à comprendre la RT 2012. La RT 2020 n'existe pas, on ne sait pas exactement techniquement ce qu'elle contiendra. Et vous nous parlez déjà d'après. On n'a même pas encore de label vraiment autour des bâtiments énergie positive. Les labels justement, vous avez des démarches autour de moi je pense ce que sujet-là. ça serait très bien. Il faudrait, il n'existe pas encore, comme vous le soulignez, mais avoir un label BPOS, ce serait parfait. Parce que je crois que pour nous industriels, avoir des normes, c'est un excellent moyen de pousser l'excellence. Donc je crois qu'il faut y travailler. On a tous intérêt, encore une fois, à mettre un petit peu de clarté et de pouvoir comparer des choses comparables. Donc tout cela, ça se fait au travers de la labellisation. Nous sommes très pour... il faut encore le construire, et le construire dans la discussion, dans le dialogue avec les différents acteurs. Oui, sur les labels, vous avez une... On est exactement dans le même sujet. Hein. L'idée, c'est quelque part de valoriser ou de pouvoir montrer qu'on a allé au-delà de notre devoir réglementaire, j'ai envie de dire. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière très volontaire et qu'on fait, je dirais, depuis assez longtemps, puisque dès 2007, on est allé chercher un label qui s'appelle HE sur l'ensemble de nos logements. On est passé au BBC sur l'ensemble de nos logements 1 an et demi avant la réglementation. Donc on voit qu'on essaye évidemment d'anticiper tous ces labels, puisque de toute façon, ils préfigurent la réglementation. C'est-à-dire, quelque part, ne pas aller les chercher, c'est reculer pour mieux sauter. Donc on a évidemment une approche très volontaire par rapport à ces labels. D'accord. Alors, il y a un point dont on n'a pas parlé. On parle d'énergie positive, on n'a pas parlé de la production d'énergie. Aujourd'hui, est-ce que vous allez chercher sur le marché ce qui existe ou est-ce que vous êtes vous-même, l'un comme l'autre, impliqué dans cette production, les outils de production, de la recherche et développement sur le sujet? Monsieur Imovin? On peut prendre le sujet par plusieurs bouts. Saint-Gobain, notamment, travaille dans des domaines comme la pile à combustible. Donc, on est très en amont, mais on peut dire que ça contribue à la production. Nous sommes aussi présents dans le photovoltaïque ou dans le solaire passif. Mais je verrais plutôt ça, puisqu'on a pris le sujet sous l'angle de la construction. Je dirais le sujet énergétique est aussi important dans le contenu énergétique des produits et des solutions que nous fournissons.
Et je dirais que nous avons mis en place dans toutes nos divisions une démarche d'analyse du cycle de vie pour essayer d'être le plus économe possible dans l'énergie que nous utilisons, que nous consommons pour fabriquer nos propres produits. Donc la réponse à votre question est double. Oui, nous sommes présents dans la recherche et le développement de solutions pour l'énergie. Je dirais aussi, alors, en France, malheureusement, ça n'a pas beaucoup d'utilité, que nous fabriquons aussi chez Saint-Gobain des propants, qui sont des petits bouts de céramique qui servent dans l'exploitation du gaz de schiste. Mais ce n'est pas très à la mode en France, malheureusement. Mais en tant que producteur de solutions, de produits, nous essayons d'être le plus économe possible. Donc nous sommes très concernés par ce sujet énergétique. Et c'est forcément du photovoltaïque ou on peut imaginer d'autres formes, d'autres sources d'énergie, notamment à l'échelle des quartiers? Alors on imagine effectivement d'autres sources d'énergie. En fait, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à un lieu, puisque notre métier de l'immobilier est quand même très lié à la localisation, c'est un de vos critères de recherche premier quand vous cherchez un nouveau logement, eh bien, en fait, aujourd'hui, on regarde un potentiel énergie renouvelable d'un lieu. C'est-à-dire, et ça peut être effectivement du photovoltaïque. Et là, on revient eh bien, aux réalités. Hein. Il y a plus de soleil dans le sud de la France que dans le nord. Donc, c'est plus intéressant de faire du photovoltaïque dans le sud. Et après, il y a plein d'autres potentiels. Hein. On parle beaucoup de géothermie. Alors, il y en a différents types, sur nappe, directement dans le sol. Il peut aussi y avoir de l'utilisation de centrales à cogénération à base de biomasse, que ce soit de l'huile végétale ou du bois. Là aussi, du bois, on va le faire quand on est dans une région forestière. Donc, il y a vraiment, ce qui est intéressant dans cette démarche d'énergie positive et donc de production à base d'énergie renouvelable, eh bien, c'est quelque part de revenir au bon principe. Eh bien, c'est un endroit, il y a une richesse locale, eh bien, prenons en compte cette richesse locale. Pas besoin d'aller très profond pour faire de la géothermie, encore une fois. Je vais vous citer la maison de Beaucouzé. On a un système de puits canadien qui est tout bête, hein, qui consiste à enterrer des canalisations et faire en sorte que, été comme hiver, on profite de l'inertie de la Terre. Autrement dit, d'avoir un air entrant un peu plus chaud que l'air extérieur en hiver et un peu plus frais en été. Donc on a vraiment une palette d'actions qui est très grande. Donc avec le retour au puits canadien ou au puits provençal, tout simplement, si on reste en France. J'ai pas voulu être chauvin, moi qui suis marseillais, mais bon. La boucle est bouclée. Merci à vous deux de vos éclairages. Juste peut-être en guise de conclusion, effectivement rebondir sur le fait que le bâtiment, il faut avoir une vision plus large qui déborde le bâtiment. Vraiment l'approche systémique dont on a pu parler sur l'aspect énergétique à l'intérieur du bâtiment, eh bien c'est une approche qu'on peut avoir de manière plus large en termes d'énergie, donc au niveau de l'îlot, et on est en train de faire notamment à Lyon, donc je profite qu'on soit à Polytech pour parler du projet Icari, donc qu'on fait en partenariat avec le NEDO et Lyon, et là qui est un îlot à énergie positive, donc il y a du commerce, il y a du logement, il y a du bureau, et donc ça va être intéressant de voir l'équilibre global. Et puis à l'échelle plus grande d'un quartier, et à l'échelle plus grande d'un quartier, il n'y a pas que l'énergie, hein, il y a des notions il y a l'eau, il y a les déchets, il y a les transports, il y a les services. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui qu'on puisse insérer nos projets là-dedans. Et donc, on a, à ce titre-là, créé un blog pour réfléchir sur la ville de demain qui s'appelle Demain la ville et qui ouvre à l'occasion du Salon Polytech. Merci. Nous sommes en plein dans l'habitat durable. C'est ce que je disais. Saint-Gobain se veut le leader de l'habitat durable. Donc, effectivement, il faut dépasser la simple maison pour avoir un habitat à énergie positive et donc un habitat durable. Merci de votre invitation. Merci à vous. Beaucoup. Merci à vous également, internautes, de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos autres tables rondes sur cleantechrepublic.com. Au revoir.